Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Que se passe-t-il au Royaume-Uni? La semaine dernière a été la semaine de la fin pour l'ancien Premier ministre, en tout cas la fin provisoire de l'ancien Premier ministre Boris Johnson, qui a donc annoncé qu'il démissionnait de son mandat de député suite aux accusations portées par la commission d'enquête sur le Partygate. Cette dernière accuse en effet Bojo d'avoir menti délibérément au Parlement et plusieurs fois dans le cadre du traitement de cette affaire. Donc, lui continue de nier, de dénoncer une vendetta, un assassinat politique. Il n'a d'ailleurs pas tardé à rebondir en annonçant son retour au journalisme en tant qu'éditorialiste pour le Daily Mail. Mais alors, de quoi tout ceci est-il le nom? La ligne du Brexit dur incarnée par Boris Johnson est-elle en danger? Que veulent les nouveaux dirigeants du pays pour le Royaume-Uni? On va en parler de tout ça ce matin avec Jean-Michel Salmon. Bonjour Jean-Michel Salmon. Bonjour. Vous êtes donc docteur en sciences économiques, auteur du grand abécédaire du Brexit aux éditions Les Trois Colonnes, préfacé par Jacques Sapir. Et nous sommes également ce matin avec Pierre-Yves Rougeron. Bonjour Pierre-Yves Rougeron. Bonjour. Vous êtes juriste spécialiste en intelligence économique, directeur de la revue Perspective Libre et président du Cercle Aristote. Alors donc, on va peut-être revenir d'abord sur cette affaire, avant d'aborder le Brexit en général, cette affaire du Partygate, cette commission d'enquête qui a abouti à la démission de Boris Johnson. Jean-Michel Salmon, est-ce que vous considérez que c'est une enquête à charge et est-ce que Boris Johnson a eu raison de démissionner? Sur les deux questions, oui et oui. D'accord. C'est la fin de l'émission. À charge, oui. Il y a deux comités parlementaires qui ont été mobilisés. C'est le comité des standards et le comité des privilèges. Et en fait, donc c'est le comité des privilèges qui a fait les auditions de Boris Johnson sur la base d'un rapport qui avait été préparé par un haut fonctionnaire, une femme haut fonctionnaire du nom de Sue Gray. Qui est censé avoir toute la neutralité dans son investigation, puisque c'est dans le code du service du fonctionnariat britannique, et en particulier quand on touche aux questions politiques les plus hautes. Donc cette dame a fait cette enquête, a mené cette enquête. Se trouve que cette enquête a été faite à charge, et on peut déjà dire qu'elle est prévue pour être le chief of staff de Keir Starmer du Labour à partir de l'automne. Donc déjà la neutralité et le code du service public a déjà été brisé à ce niveau-là. Peu de gens en parlent et pourtant c'est carrément une faute importante qui devrait disqualifier d'emblée ou bien son prochain poste ou bien son travail. Et alors là-dessus, le comité des privilèges a fait des auditions. Il était présidé par un Tory, un conservateur qui s'appelle Chris Bryant, et il a démissionné de ce poste-là face à cette tâche-là parce qu'il a dit ça ne pourra pas être impartial. Donc, il a été très propre et très clair là-dessus. Et il a été remplacé par Harriet Harman, qui est une travailliste, collègue travailliste députée, qui était tout aussi qui est très partial en réalité, puisque l'idée, c'est de faire dérailler le plus possible le parti conservateur pour les prochaines élections l'année prochaine. Donc, elle n'a pas eu ce souci de déontologie. Elle a pris la direction de la présidence de ce comité. Et c'est un comité qui est fait de 7 députés, 2 députés du Labour, un député du parti indépendantiste écossais, et puis 4 conservateurs, mais parmi les 4 conservateurs, il y en a 3, on peut dire, qui sont plutôt Remainers, enfin proches de la ligne europhile en tout cas, et puis il y a un Brexiteur qui s'appelle Bernard Jenkins, mais lui, il a une animosité personnelle envers Boris Johnson pour un certain nombre de raisons, notamment parce que Boris n'en a pas pris dans ses équipes au moment des nominations. Et donc, si vous voulez, ça fait 7 personnes dont on peut montrer assez clairement, 7 députés, qu'ils sont ou bien anti-Brexit ou bien anti-Boris Johnson. Donc déjà, il y a la déontologie de la constitution d'un tribunal arbitral en quelque sorte, parce que à la réalité, ce comité fonctionne à l'arrivée comme ça, c'est faire un rapport qui sert à in fine, de jugement de type de tribunal. Et donc, la déontologie la plus simple de constitution d'un tribunal neutre n'est pas du tout respectée, bien au contraire, c'est carrément, très clairement l'inverse. C'est pour ça que Boris Johnson a raison de qualifier ce comité de tribunal kangourou. Bien comme sûr. On dit, puisque précisément tous les critères de base de la constitution d'un tribunal neutre sont complètement bafoués. Et là-dessus, donc, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Boris Johnson. Et c'est aussi aujourd'hui que le Parlement va voter, donc tous les députés vont voter sur ce rapport
qui, moi, j'ai pas peur de le lire, est faisandé de point de vue de ce qu'on a dit. C'est pas tellement la conclusion qui est à charge contre Boris Johnson qu'on peut attaquer sur le plan juridique, c'est surtout la constitution de ce comité, puisqu'il est absolument tout sauf ce vote, en quelques mots, il va servir à quoi, puisque de toute façon, Boris Johnson a déjà démissionné? Alors là, on touche à la question politique. Boris Johnson a démissionné parce qu'il a très bien compris la machinerie, pour ne pas dire machination, qui s'est dirigée contre lui. En réalité, il ne suffisait pas de tuer Boris Johnson politiquement en le faisant démissionner l'année dernière du poste de Premier ministre. Il fallait aussi le faire disparaître de la scène politique, donc le réduire en cendres. Sauf qu'avec Boris Johnson, il peut assez vite renaître de ses cendres, on va y revenir. Et donc lui, il a eu raison parce qu'on rejoue finalement un peu l'année 2019, où tout l'establishment était, disons, pour différentes raisons et différentes manières, organisé pour empêcher le Brexit. Et c'est lui qui a sauvé le Brexit, qui a pu faire le Brexit. Et au nom du peuple, c'était le seul d'être capable de le faire. Aux yeux, pardon, du peuple, c'était le seul qui était capable de le faire. Et aujourd'hui, c'est de la même façon. Et de nouveau, il va se représenter aux yeux du peuple comme en quelque sorte un martyr politique. Et il s'agit pour lui de rester. D'ailleurs, il a dit dans sa lettre de démission le 10 juin qu'il s'éloignait du Parlement pour l'instant. Au moins pour l'instant. Et on peut supposer un retour. Alors, on va donner évidemment la parole à Pierre-Yves Rougeron. On va revenir sur cette ligne, cette opposition entre le hard Brexit, le soft Brexit. Mais il est 8 heures sur ligne droite et il est juste temps de faire un petit point d'information avec Adèle Rosner. Ligne droite. La table ronde. Nous sommes toujours avec Jean-Michel Salmon, docteur en sciences économiques, auteur du grand abécédaire du Brexit, préfacé par Jacques Sapir, à retrouver aux éditions Les Trois Colonnes. Et nous sommes avec Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote. Pierre-Yves Rougeron, je voulais revenir avec vous sur la personnalité de Boris Johnson, puisque c'est un personnage qu'on connaît assez mal finalement en France. On en connaît la face médiatique présentée par nos médias de grand chemin. Et derrière cette espèce de Trump britannique qu'on veut essayer de montrer, ça reste quelqu'un qui a un parcours philosophique extrêmement brillant et donc dont on peut supposer qu'il n'a pas dit son dernier mot. Alors, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, premièrement, pardonnez-moi, et vous avez tout à fait raison, Valentin, d'utiliser cette expression. Cette expression vient souvent de Trump britannique, et il n'y a rien de plus faux quand on parle de Boris Johnson. Les deux personnages n'ont rien à voir. Rien à voir. Hormis la coupe de cheveux. Alors, même ça n'a rien à voir parce que chez Bojo, c'est dans un personnage de composition. Je m'explique. Donald Trump est quelqu'un de très monolithique. Boris Johnson, Boris Johnson possède, mais de manière, si vous voulez, comme rarement un acteur politique britannique l'a eu, une qualité qui est strictement britannique en politique, qui est l'excentricité. La plupart je veux dire, moi je suis historien des idées politiques, vous avez des courants qui n'existent qu'en Grande-Bretagne. Je vais vous donner un exemple, pendant tout le 19e siècle, vous avez le débat du socialisme par le rire au 19e siècle, c'est-à-dire faut-il faire entrer les clowns et les cirques dans les manufactures, ça n'a eu lieu qu'en Grande-Bretagne. Boris Johnson est un homme qui possède cette qualité-là, c'est-à-dire c'est un homme sérieux qui n'a pas l'esprit de sérieux. Ce qui est l'inverse de l'énarque français, qui est un homme qui n'est pas sérieux, mais qui se prend au sérieux. Voilà. Je vais vous donner un exemple du duel Boris Johnson-Alain Juppé. Vous vous en rappelez peut-être il y a quelques années. Alain Juppé est un homme qui a l'habitude de donner des leçons et qui n'en prend pas assez. Et il était venu faire la leçon à Boris Johnson, à l'époque maire de Londres, en disant « Oui, je suis le maire de la 6e ville de France », et Boris Johnson de dire « Non, il y a plus de Français à Londres qu'à Bordeaux, c'est moi le maire de la 6e ville de France ». Et c'était vrai. Or, Boris Johnson, premièrement, on ne comprend rien au personnage si on ne voit pas chez lui, avant tout, l'intellectuel formé au meilleur des grandes universités britanniques. Philologue de philosophie grecque. Je vous rappelle qu'il avait fait des débats assez spectaculaires d'ailleurs, avec une historienne romaniste de rang mondial, l'autrice d'SPQR, et qui est un des grands manuels de civilisation romaine, sur Athènes ou Rome, à qui devons-nous le plus? Ce jour-là, il était arrivé, je crois, à réciter une demi-page ou une page entière de l'Iliade en grec. Je mets au défi un homme politique français d'en faire le quart de dixième, si vous voulez. Le jour déjà, vous verrez Gérald Darmanin parler français correctement, nous en reparlerons. Et en réalité,
parce que les Français ne sont plus habitués, alors que, si vous voulez, des preuves d'excentricité, c'est drôle d'ailleurs, hein, les Français raffolent des bons mots de Churchill, si vous voulez, l'excentricité britannique, c'est ça. Or, Bojo est churchillien, c'est d'ailleurs sa qualité et son principal défaut, jusqu'au bout des ongles. De là, d'ailleurs, il a écrit une très belle biographie de Churchill, de là, peut-être à aller un peu trop loin dans le personnage. Donc, si vous voulez, ça n'a absolument rien à voir ni avec la caricature qu'on fait de Donald Trump. Donald Trump, c'est un négociateur. C'est autre chose. Si vous voulez, il le dit lui-même, I am a deal maker. Je suis un créateur d'accords, un négociateur. Boris Johnson est un stratège politique, c'est un intellectuel de haut niveau. On oublie qu'il a été l'un des principaux éveilleurs de la conscience britannique sur la question de l'Europe, parce qu'il a été le journaliste britannique qui connaissait le mieux Bruxelles, donc et comme dirait l'autre, c'est l'anti-Jean Quatremer. Hein. Il a vu la terre promise et il a vomi, hein, comme toute personne qui met les pieds à Bruxelles et qui se rend compte de ce que c'est. Or, vous avez affaire à un homme qui a eu déjà 3 ou 4 vies, qui est déjà mort plusieurs fois, et de penser qu'on va le tuer avec cette affaire ridicule, qui d'ailleurs, je le fais remarquer après le brillant résumé de Jean-Michel, il y aurait le rapport parallèle à faire pour le Labour, parce que une Partygate, le Labour en a une également, je me demande ce qu'elle est devenue. Et je rappelle que Boris Johnson était un anti-enfermiste, qu'il y a été contraint par son groupe parlementaire. Hein, c'est malheureusement les limites du parlementarisme britannique, mais Boris Johnson voulait un scénario à la suédoise que peut-être la Grande-Bretagne ne pouvait pas encaisser vu l'état dans lequel Tony Blair a laissé le système de santé britannique. Donc qu'il ne se soit pas plié à une discipline qu'il a toujours trouvée ridicule, à titre personnel, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Alors, Pierre-Yves Rougeron évoquait l'excentricité britannique, justement, Jean-Michel Salmon. On peut supposer, Boris Johnson a fait son retour déjà ce week-end en annonçant qu'il devenait éditorialiste pour le Daily Mail. Il a d'ailleurs sorti un article où il parle d'un médicament coupe-faim qui n'a pas réussi à compenser son obésité. Donc on voit là aussi l'humour britannique. Et il a expliqué qu'il parlerait le moins possible de politique. Mais donc on est d'accord que c'est une sorte de retrait caché et qu'il pense évidemment revenir. Alors les élections sont l'année prochaine, donc il pense évidemment à son retour. Oui, c'est pas un retrait caché, c'est une vitrine offerte pour continuer à parler directement au peuple, en fait, et surtout la partie du peuple qui est brexiteur et qui a été trahi par le système, par l'establishment, puisque effectivement, même dans sa lettre de démission, il rappelle avec force que 17 millions de Britanniques ont voté pour le Brexit en 2016, et puis 14 millions ont voté pour lui en décembre 2019 en lui donnant la meilleure majorité depuis des décennies, y compris dans les zones qui traditionnellement votent du nord et du centre, qui traditionnellement votent pour les travaillistes. Et donc, et ce mandat-là, y compris le manifeste, ce qu'on appelle le manifesto là-bas, c'est-à-dire le programme électoral, est en cours d'être trahi, d'être bafoué par ceux qui l'ont poignardé et qui ont pris sa place. Alors certes, c'est un peu comme ce qu'on a eu chez nous avec le 49.3 d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est dans les clous de la Constitution britannique qui n'est pas écrite, mais c'est surtout antidémocratique au sens où effectivement on a joué l'opposition, l'establishment et l'opposition à Boris Johnson et au Brexit a joué dans tous les interstices possibles et imaginables pour légalement arriver là où on en est aujourd'hui, mais qui est sur le plan politique un cauchemar en termes de non-respect. On a connu ça aussi chez nous en 2005, de non-respect de la volonté très très marquée du peuple. Alors la question c'est, est-ce que le peuple va effectivement en 2024 prendre sa revanche sur cette machinerie contre lui. Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut penser que, de manière assez amère ou ironique, c'est que les députés
conservateurs dans la ligne anti-Boris vont essayer évidemment, et en particulier Sunak, leur leader, vont essayer de garder le pouvoir en 2024, sauf que compte tenu de comment ils ont sapé leur base électorale en poignardant Boris comme ça, effectivement la probabilité qu'ils aient une victoire en 2024 est très faible, et donc on peut penser que les europhiles, les conservateurs europhiles sont prêts à perdre une bataille électorale, mais surtout pour l'essentiel à ce stade, pour eux c'est de se rapprocher de l'Union européenne en réalité. Et au final, on risque d'avoir en 2024 une offre politique qui sera une offre des Tories, si on fait l'hypothèse que Boris n'est pas avec eux en leader, des Tories qui seraient, disons, modérément europhiles, on va dire, présentés comme ça, face à un parti travailliste conduit par Starmer, qui est très, très, très europhile, même s'il ne l'avoue plus autant que par le passé, et qui ne laisserait pas la possibilité au peuple d'avoir un vrai choix à faire. Alors c'est là où toute la question qui va être intéressante, c'est comment va s'y prendre Boris si on fait l'hypothèse qu'il veut revenir dès 2024, ce qui reste une hypothèse pour l'instant, puisque le temps long en politique, c'est aussi ça compte, comme a très bien dit Pierre-Yves, c'est pas Boris Johnson qu'on va apprendre à compter les votes. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est quel est le véhicule qu'il devra prendre ou qu'il devrait constituer ou utiliser pour revenir en premier rang de la politique britannique et proposer de devenir de nouveau un leader et un Premier ministre. Ça rejoue là aussi un peu 2019, c'est-à-dire que est-ce qu'il va se rapprocher des Brexiteurs les plus durs de la ligne Farage, comme avec le Brexit Party à l'époque, aujourd'hui le Reform UK. C'est une possibilité aussi. Je pense qu'il va pondérer d'ici là au maximum les possibilités d'alliance pour se donner une vraie chance de revenir, d'une part, et d'autre part, de réappliquer un programme pro-Brexit clair, peut-être même encore plus clair que par le passé, parce que l'expérience montre, y compris quand il a dû démissionner l'année dernière de son poste de Premier ministre et qu'il était il était dans la course pour la succession, souvenez-vous, à Liz Truss, et il a dû renoncer à retirer sa candidature parce que effectivement il y avait une cabale contre lui de nouveau au sein du parti. Ce qui veut dire que de la même manière l'année prochaine, s'il ne peut pas avoir tout le parti conservateur derrière lui, ce qu'on a vu depuis 2019, qu'ils n'ont pas hésité à le poignarder. Donc peut-être que s'il veut in fine pouvoir revenir et durablement pendant tout le mandat cette fois-ci, il faudra peut-être une autre offre politique derrière lui. Bien sûr. Pierre-Yves Rougeron, justement, sur ce courant dans le Parti conservateur qui est parvenu pour l'instant à évincer Boris Johnson, donc notamment incarné par Rishi Sunak. Vous considérez que c'est un courant qui reste assez europhile, malgré... donc ils affichent évidemment leur pro-Brexit, mais d'une manière assez douce. Est-ce que c'est un retour aux affaires de mondialistes qui peuvent mettre en danger le Brexit en tant que tel ? Alors, dans l'immédiat, il faut bien comprendre ce qui est arrivé. Je pense que le clan au Parti conservateur, parce qu'il y a une machine à perdre au sein du Parti conservateur depuis des décennies. C'est à peu près le même clan, en tout cas c'est les mêmes comités, plus les mêmes hommes, mais la même pensée, qui a éliminé Maggie, rappelez-vous, qui ont tiré dans le dos de Margaret Thatcher. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que, alors à l'époque, c'est exactement d'ailleurs la même pensée qui a tué un homme qui est assez célèbre, entre autres sur les ondes de Radio Courtoisie, qui était Enoch Powell, dont on fait à droite le portrait d'un extrémiste raciste anti-immigration. Pas du tout. C'est parce qu'il était souverainiste qu'il a été liquidé du Parti conservateur. Ça n'a rien à voir avec le discours des fleuves de sang, qui d'ailleurs n'est pas ce qu'on en dit et n'est pas ce que certains turiféraires de droite aimeraient bien entendre. Et qui d'ailleurs, point commun avec Boris Johnson, était un spécialiste de philosophie grecque. Vous voyez ? Bon. Or, vous avez une machine à perdre au sein du Parti conservateur qui est mondialiste, qui est euromondialiste, mais qui est surtout libéral. Et en réalité, à mon avis, ce qu'ils ont reproché à Boris Johnson, c'est que Boris Johnson est un Red Tory. Il fait partie de cette bizarrerie de l'histoire des idées britanniques de cette bizarrerie de l'histoire des idées britanniques qui sont les troisièmes voies et qui remet en compte le caractère patronal des Tories. Et ça, ils ne l'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté que le Brexit, ça a été 10% d'augmentation du salaire par tête,
Ils n'ont pas supporté que le Brexit, ça a été plusieurs dizaines de milliers d'immigrés d'Europe de l'Est qui tiraient les salaires et les conditions de travail par le bas, qui ont repris le bateau. Et à un moment, ils se sont dit, si la stratégie de Johnson l'emporte complètement, le Parti conservateur va changer de nature. Ce qui était le but de Boris Johnson, parce que Boris Johnson est un homme intelligent qui sait que l'héritage d'une certaine droite britannique équivaut à maintenir le Parti conservateur dans une opposition perpétuelle. Si vous voulez, c'est comme si je vous disais, on va parier pour 2027 en France sur Alain Madelin. À un moment ou à un autre, ça va mal se passer. Ben là, c'est pareil. Or, cette partie-là du Parti conservateur, qui d'ailleurs aussi reproche à Bojo, et ça va vous surprendre, de ne pas être un atlantiste conséquent vis-à-vis de Joe Biden, parce que Boris Johnson a beaucoup dit pour le conflit ukrainien, il a beaucoup plus dit qu'il n'a fait. Et je pense qu'avant tout, qu'il a beaucoup dit pour pouvoir amadouer un président des États-Unis qui est un germano-américain, qui est un allié de l'Allemagne, là où Donald Trump était un allié de la Grande-Bretagne. On a beaucoup glosé sur le fait que les deux hommes, Trump et Bojo, n'avaient pas d'atome crochu. Il est vrai qu'entre l'intellectuel oxfordien et le magnat de l'immobilier new-yorkais, l'accolade n'est pas automatique. Ce n'était néanmoins pas de mauvais rapports. Or, le Parti conservateur joue à la machine à perdre, c'est pas la première fois. Nous avons une chance, et là je parle sous le contrôle de Jean-Michel, c'est que l'adversaire est beaucoup plus désorganisé sur la question du Brexit que nous voulons bien le croire. Quand je vois le grand parti du retour dans l'Union européenne, c'est les Lib Dem. Les Lib Dem, dont la branche radicale, et la branche radicale seulement, veut un retour dans l'Union européenne comme on va à Canossa, c'est-à-dire pieds et poings liés pour la Grande-Bretagne. L'autre partie des Lib Dem est déjà beaucoup plus fraîche sur la question, en disant oui, mais bon, rentrer dans une Union européenne qui bientôt va prendre la Géorgie, les Balkans, enfin c'est nous qui allons payer quand même, parce que la Grande-Bretagne sera contributeur net. Elle sera dans le même cas que la France, ça deviendra la deuxième vache à lait. Faut s'en rendre compte. 1. 2. Les Lib Dem aux dernières élections locales ont reculé. Message qui a été entendu par le Parti travailliste. Surtout que le Parti travailliste, on en parle rarement, ne voyait pas d'utilité au Brexit pour lui, parce que le Parti travailliste règne pour lui. La Grande-Bretagne, c'est un sujet très vague. Jusqu'à une date récente. Mais l'un des effets du Brexit, et là je mets cette hypothèse à notre Jean-Michel qui est le grand spécialiste du Brexit, ça a été entre autres de hâter la pantalonnade et l'effondrement du parti écossais, du SNP. Je rappelle que quand on glose sur les mauvais chiffres de l'immigration en Grande-Bretagne, le SNP qui veut maintenir d'autorité les règles européennes est le principal aimant d'immigration, et le parti le plus wokiste. Et là, les travaillistes qui avaient fait une croix sur l'Écosse se rendent compte que le parti écossais est en train d'être recraché et ils commencent à caresser des espérances. Alors, c'est peut-être pas le moment pour le parti travailliste d'être trop traître, pour une fois qu'il a le vent en poupe dans des régions où il a été foutu dehors il y a longtemps. Donc, l'ennemi sur la question du Brexit est beaucoup plus désorganisé. Ultime point. Le parlementarisme britannique survivra-t-il au crime de faire annuler par voie de chambre un référendum? Je pense qu'ils ne joueront pas à ce jeu-là parce que on n'est pas en France. On n'est pas en France. La trahison institutionnelle, ça peut se payer très cher. Je vous rappelle que le Brexit Party, parti de rien, a fait trembler l'establishment britannique aux européennes dernières. Une autre chose est tout à fait possible, particulièrement si Bojo se met dans la partie, parce que, ultime point, jusqu'à la dernière minute de la désignation du dernier Premier ministre, tous les sondages internes du Parti conservateur nous disaient que si Boris Johnson s'était présenté, il raflait la mise au premier tour. Une partie de l'électorat du Parti conservateur en veut à l'establishment et risque de lui faire payer ces trahisons.
Oui, donc effectivement un peuple qui peut être plus résilient. Jean-Michel Salmon, je donnerai le mot de la fin à Pierre-Yves Rogeron, mais je voulais revenir avec vous aussi sur le bilan économique. Alors on a beaucoup d'articles qu'on glosait, notamment en ce début d'année où les médias, notamment français, se sont plus à dépeindre la situation économique difficile au Royaume-Uni, l'inflation qui effectivement a été la plus forte des pays du G7, mais le Parisien s'est quand même donné un aveu en avril dernier, puisque la croissance est repartie, donc, faiblement, mais en tout cas assez pour espérer éviter une récession. Alors ce Brexit, finalement, ça a vraiment été une catastrophe économique pour le Brexit? Bien sûr que non. J'y reviens tout de suite, mais juste merci à Pierre-Yves pour ses excellentes et brillantes éléments, comme toujours. Il faut rappeler, dans la foulée de ce qu'il a dit, juste un point, c'est que c'est le Brexit Party et sa réussite montante, fantastique aux élections européennes, paradoxalement, qui a fait peur à David Cameron à l'époque de voir son électorat divisé, et c'est pour ça qu'il avait commandé le référendum. C'était pour en finir une bonne fois pour toutes avec le parti indépendantiste et puis le Brexit Party derrière. Donc on voit bien comment cette menace plane toujours, rôde toujours au-dessus de la tête des conservateurs. Et puis ce qui sera intéressant, parce qu'effectivement le camp d'en face anti-Brexit n'est pas tellement bien organisé. En tout cas, il a une problématique entre ce qu'il communique et ce qu'il veut. Le parti travailliste de Starmer, c'est très très europhile, autant que les Lib Dem radicaux sur ce plan-là. D'ailleurs, quand il avait son cabinet fantôme, comme on dit, quand il était dans l'opposition, c'était que des europhiles bien marqués. Donc pour l'instant, évidemment, par rapport à la réceptivité par le peuple d'une ligne très très europhile, il est prudent. Et ce qui sera très intéressant l'année prochaine de ce point de vue-là, c'est ce que les différents partis vont mettre dans leur manifesto. Parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus jouer sur toute l'ambiguïté. Il faudra bien écrire noir sur blanc des idées. Et là, ça va être passionnant, effectivement, ce qui va être dedans. Alors, si on revient à l'économie, oui, en fait, tout l'establishment s'efforce depuis la campagne référendaire de 2016 à décrire le Brexit ex ante comme une catastrophe économique, pendant qu'il était en train de le faire comme une catastrophe économique, et puis depuis qu'il a lieu comme une catastrophe économique. Et la ligne de ça, on peut la personnifier par Mark Carney, qui est un globaliste bien connu, ex-banquier, gouverneur de la Banque centrale du Canada, puis du Royaume-Uni pendant de longues années sous Cameron. Et donc lui, il s'était fendu d'une idée mal montée statistiquement, mais qui a fait du buzz, selon laquelle le Royaume-Uni avait perdu 20 ou 30% de sa richesse face à l'Allemagne en quelques années à cause du Brexit. Bon, en réalité, le Royaume-Uni subit les contraintes de la crise Covid, puis de la crise Ukraine avec toutes les conséquences, de la même manière en moyenne que, disons, la moyenne de l'eurozone ou d'autres pays occidentaux. Les dernières statistiques disponibles sur le PIB, par exemple, montrent que si on le prend en base 100 avant le référendum en 2016 comme base, donc aujourd'hui, il est à peu près à 105. Il fait même un peu mieux que l'Allemagne de ce point de vue-là, donc en comparaison avec le PIB avec lui-même donc en 2016. Donc tout ça, c'est une mésinformation, c'est une propagande, mais qui est absolument gigantesque dans son ampleur, et avec toute la complicité des journalistes mainstream et du fameux JQ cité tout à l'heure par Pierre-Yves. Bien sûr. Pierre-Yves Rogeron, je vais donner le mot de la fin sur cet avenir. Est-ce que vous pensez que ce Brexit, finalement, on a bien vu que le peuple britannique est un peu plus résilient, un peu plus de, je dirais pas de fierté, mais en tout cas de mobilisation que le peuple français, notamment sur la question de la trahison de ses élites. Donc il ne faut pas non plus trop s'inquiéter pour nos amis britanniques. Alors, je le dis assez clairement. Alors, il y a quelque chose qui refermerait pour moi la parenthèse, c'est les élections américaines. Parce que si jamais il y avait un président des États-Unis qui était, pour la première fois depuis très longtemps, je vous rappelle que neutraliser la Grande-Bretagne est un but géopolitique des États-Unis depuis leur création. Mais si un homme, comme ça a été le cas de Donald Trump, que la liberté britannique ne gêne pas arriver au pouvoir, là pour le coup, une partie de l'establishment britannique réfléchira à deux fois. Là, le Parti conservateur s'est permis ce qu'ils se sont permis parce qu'il y a Joe Biden en face. Bien sûr. Ennemi de la liberté britannique. Je vais vous donner un exemple très précis. Le livre blanc de la défense de Donald Trump, l'Union européenne l'Allemagne n'est pas citée. L'Union européenne a une phrase, la France a un paragraphe, l'Angleterre a une partie à son nom. Vous voyez, en termes d'ordre de priorité. Donc, alors que Joe Biden est un germano-américain, il est entouré de gens pour qui l'Allemagne est le flic de quartier en Europe,
particulièrement avec un adjuvant polonais qui coupe le schnapps et le rend encore plus imbuvable. Donc le problème, c'est que jamais ce ne serait arrivé s'il y avait un conservateur américain pro-britannique en face. Jamais. Or, qu'ils en profitent bien parce que Joe Biden n'est pas sûr de sa réélection et ils n'auront pas le temps d'inverser le Brexit. Et d'autre part, inverser le Brexit pour rentrer dans une Union européenne qui va prendre, si vous voulez, l'Europe qui est le symbole de civilisation. L'Angleterre part, l'Albanie arrive. Youpi. Mais qui va vouloir... Je vous rappelle que la Grande-Bretagne serait le seul pays apte au développement de la liste des entrants. Regardez la liste des pays qui vont entrer dans l'Union européenne. Si vous voulez, ça n'a pas... si vous voulez, ça n'aurait pas de sens. Or, je pense surtout que ça nous donne une grande leçon politique. Il ne faut pas avoir trop de mansuétude pour un adversaire. Je pense que Boris Johnson, et c'est l'une de ses grandes limites, c'était la limite d'ailleurs de son modèle, vu que la plupart des limites de Boris Johnson, il les hérite de son obsession pour Churchill. Certains adversaires, quand ils sont au sol, leur tendre la main est inutile. Vous connaissez la fable de la grenouille et du scorpion. Eh bien, et à un moment, certains adversaires doivent être écrasés parce que si ils en ont l'occasion, ils n'auront aucune limite dans leur trahison. Et ça, c'est la grande limite des grands hommes. Ça a été la limite de Boris Johnson. C'était la limite de Churchill. Ça a été la limite du général de Gaulle. À un moment, il faut arrêter, si nous voulons protéger nos populations, il va falloir arrêter d'être de gentils garçons. Bon, eh bien, on va finir là-dessus. On suivra évidemment les évolutions des prochaines élections avec vous. Merci beaucoup, Jean-Michel Salmon. Je rappelle que vous êtes donc docteur en sciences économiques, auteur du grand abécédaire du Brexit en 2 volumes, préfacé par Jacques Sapir aux éditions Les Trois Colonnes. Et puis merci à vous, Pierre-Yves Rougeron, juriste spécialiste en intelligence économique, directeur de la revue Perspective Libre, dont le dernier numéro est sorti il n'y a pas longtemps, c'est ça ? Oui, le numéro Identité vient de sortir. Voilà, absolument. Donc vous pouvez vous le procurer sur le site du Cercle Aristote. Et donc vous êtes également président du Cercle Aristote. Merci à vous deux.